1er mai 1961 à Berlin, capitale de la République démocratique allemande. Les travailleurs pavoisent, entreprises, maisons et rues, le drapeau noir, rouge et or, portant dans la couronne d'épis le marteau et le compas, emblème de la République, ainsi que le drapeau rouge de la classe ouvrière. Leurs mots d'ordre sont la lutte pour la paix, le socialisme et la solidarité internationale. Berlin attend les hôtes de la Confédération des syndicats libres allemands, FDGB. Ils sont venus de presque tous les pays de la Terre. Ce sont les délégués des syndicats socialistes, chrétiens, indépendants et d'autres tendances. 11 délégations de la FDGB se trouvent au même moment à l'étranger pour y assister aux manifestations du 1er mai. Une délégation, dirigée par le président de la FDGB, Herbert Warnke, est partie pour Cuba, où a lieu la première manifestation du 1er mai socialiste après le triomphe de la Révolution. De nouvelles délégations arrivent par chaque avion. Les autos les conduisent à la ville. La Stalinallee, la première rue socialiste de Berlin, a un air de fête. Le nouveau Berlin pousse rapidement. Les appartements clairs et modernes seront habités par ceux qui les ont construits. Le premier but des délégués est l'hôtel des syndicats. Les autres arrivent également à la gare de l'Est. Les guides veillent à ce que chaque délégué soit immédiatement conduit au lieu où il est hébergé. Un IL-18 vient d'atterrir. Il vient du pays où il y a 40 ans fut posée la première pierre à une nouvelle ère de l'histoire de la société humaine, de l'Union soviétique. Il nous amène des amis du pays qui est la plus forte puissance pacifique du monde, du pays où l'on est en train d'édifier le communisme. Ce sont les délégués des syndicats soviétiques qui soutiennent les travailleurs et les syndicalistes allemands dans leur lutte pour la conclusion d'un traité de paix. À l'usine de câbles de Köpenick, des membres de la délégation japonaise sont invités par les ouvriers. Yamazaki, le chef de la délégation du Conseil général des syndicats japonais, Soyo, monte à la tribune. Il parle au nom de 4 millions de syndiqués japonais, qui sont au premier rang dans la lutte contre l'impérialisme et la guerre. Ils n'oublieront jamais les 6 et 9 août 1945, jour où les bombes atomiques américaines sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki. Ils ont survécu, mais la bombe a laissé des traces sur leur visage. C'est ainsi que l'ère atomique commença par un crime monstrueux. Les impérialistes le perpétrèrent à une époque où le sort de la guerre était décidé depuis longtemps.
une expérience cruelle et inhumaine qui se voulait une manifestation de la force des États-Unis. « 280 000 hommes, femmes et enfants japonais trouvèrent une mort instantanée dans cette lame de feu radioactive. Des centaines d'autres connurent une mort atroce après des années de souffrance. Aujourd'hui, nul n'a peur de la menace atomique que font peser les États-Unis. Le camp de la paix est en mesure de répondre par des contre-coups terribles à toute agression atomique. Depuis de nombreuses années, la SOIO, le Conseil général des syndicats japonais et la FDGB sont unis étroitement dans la lutte. Fidèle à l'accord passé entre le président de la SOIO, Kaoru Ota, et le président de la FDGB, Herbert Warnke, elles mènent une lutte commune contre l'impérialisme au Japon, en Allemagne occidentale et aux États-Unis, ainsi que pour le maintien de la paix. À l'entreprise nationalisée du bâtiment, Volksbau, les hôtes assistent à la remise des primes aux camarades qui ont travaillé de manière exemplaire. Le directeur de l'entreprise, un ancien manœuvre, a reçu l'ordre de la bannière du travail pour son travail hors ligne. Nos travailleurs s'intéressent beaucoup aux activités des syndicats dans les pays d'où viennent les délégués étrangers. Ils posent des questions sur les conditions de vie et de travail. Les délégués parlent de leur lutte pour les droits syndicaux et les libertés. Ils parlent de l'action hypocrite « Nous aidons » de l'Union syndicale ouest-allemande DGB et remercient les syndicats des pays socialistes de leur aide fraternelle. Suivent des heures en agréable société où des hommes de toutes couleurs, de toutes croyances et de toutes convictions politiques sont fraternellement réunis. Tous servent cependant une noble cause, la paix et le bonheur de l'humanité. La photo de Yuri Gagarin passe de main en main. Lui, le premier cosmonaute, incarne la certitude de la victoire du communisme et de l'évolution pacifique de l'humanité. C'est le matin du 1er mai. Devant l'hôtel des syndicats retentissent les chants du mouvement ouvrier international. De vieux militants syndicaux de Berlin jouent du chalumeau. Les orchestres de chalumeau sont une tradition des ouvriers allemands. Sous la République de Weimar déjà, ils marchaient à la tête des manifestations. Sur l'Alexanderplatz, que traversent de nombreux groupes de manifestants pour se rendre à la Marx-Engels-Platz, une grande banderole porte les mots d'ordre « Le socialisme vaincra » et « Vive le 1er mai ». C'est sous ces mots d'ordre que des centaines de milliers de Berlinois venus de toutes les parties de la ville vont au meeting.
l'heure précise, les colonnes des ouvriers de Berlin se mettent en marche. À la tribune officielle, on voit les représentants du gouvernement, des partis et des organisations de masse, dont les dirigeants de la FDGB. La jeunesse fête aujourd'hui les cosmonautes soviétiques. Ce sont ces héros, les modèles d'une génération qui vivra dans le communisme. Cette jeunesse réalisera nos plans d'avenir les plus hardis. Les délégués des organisations sœurs étrangères sont à la tribune d'honneur. Beaucoup de délégués assistent pour la première fois au 1er mai dans un pays où la classe ouvrière, alliée aux paysans et aux autres travailleurs, possède le pouvoir. Ils voient quelle est la force sociale que représentent les syndicats dans un tel pays. Ils se savent étroitement liés à la classe ouvrière victorieuse des pays socialistes qui luttent à leur côté pour la liberté et l'indépendance nationale, pour la paix et le socialisme. Ces travailleurs viennent de Charlottenburg, de Zehlendorf, de Reinickendorf et d'autres arrondissements de Berlin-Ouest, ce foyer de guerre créé par le capital monopoliste international en plein centre de l'État souverain de la République démocratique allemande et de sa capitale. Les travailleurs de Berlin-Ouest revendiquent de plus en plus avec nous que cet abcès soit crevé et que Berlin-Ouest soit déclarée ville neutre, libre et démilitarisée. Cette petite berlinoise et le camarade africain se sont déjà liés d'amitié. Nos enfants ne connaissent pas le racisme. Ils sont élevés dans l'esprit de l'amitié avec tous les peuples. Le portrait de Fidel Castro est porté par les manifestants. Un salut est adressé aux patriotes cubains qui, au seuil des États-Unis, ont déroulé la bannière d'une nouvelle époque. Les Africains qui étudient chez nous et les étudiants allemands défilent en commun devant la tribune. La journée s'achève pour les autres par une promenade en bateau dans les environs pittoresques de Berlin. Rolf Berger, directeur du secrétariat du bureau confédéral de la FDGB, leur souhaite une bonne traversée. Malgré la diversité des langues, les voyageurs se comprennent parfaitement. Ici, les délégués soviétiques. Voilà nos amis du Nigeria. Le camarade japonais fixe des souvenirs durables avec sa caméra. Tous profitent de l'occasion pour se connaître, pour échanger des expériences et rassembler de nouvelles forces pour accomplir leur travail syndical dans leur pays. Sur le bateau se trouve également le camarade Imodu de la NTUC, président de l'Union syndicale du Nigeria. La FDGB et la NTUC ont également conclu des accords de lutte. À Zeuthen, à proximité de Berlin, un autre hôtel de la FDGB est situé dans la forêt et au bord de l'eau. Un panneau portant le mot « Bienvenue » salue les autres. Rolf Berger, directeur du secrétariat du bureau confédéral de la FDGB, les accueille. Tandis que les uns disputent une partie de volley-ball ou de badminton sur le terrain de sport, d'autres continuent leur conversation. Nous voyons Rolf Berger en train de s'entretenir avec les délégués.
Warnke, la femme du président du bureau confédéral de la FDGB, se consacre également aux hôtes étrangers. Cecilienhof à Potsdam. C'est en ce lieu que les puissances victorieuses signèrent les accords de Potsdam en 1945 après l'anéantissement du fascisme hitlérien. Il est écrit dans le paragraphe 3 de ces accords: le militarisme et le nazisme allemand seront extirpés et les Alliés, en vertu d'accords réciproques, prendront maintenant et à l'avenir d'autres mesures qui sont nécessaires pour que l'Allemagne ne puisse plus jamais être une menace pour ses voisins ou pour le maintien de la paix dans le monde entier. Seul dans une partie de l'Allemagne, dans la République démocratique allemande, les accords de Potsdam ont été respectés grâce à l'appui généreux de l'Union soviétique. L'ancien camp de concentration de Sachsenhausen. Derrière ces fils barbelés, les meilleurs fils du peuple allemand et grand nombre de combattants de la paix de presque tous les pays d'Europe ont été martyrisés et assassinés par les barbares fascistes. De 1939 à 1945, plus de 200 000 hommes, dont d'éminents hommes d'État de nombreux pays d'Europe, sont passés par ce camp. Un détenu sur deux a succombé aux tortures et aux souffrances. 16 000 prisonniers de guerre soviétiques ont été bestialement assassinés par les fascistes. Jamais plus cela ne doit pouvoir se reproduire. Tel a été le serment des détenus de Sachsenhausen en 1945. Les ouvriers et les syndicalistes qui ont érigé un monument à la mémoire des victimes de la barbarie fasciste tiendront cette promesse. Sachsenhausen les exhorte au combat. C'est le 8 mai. Nos hôtes fêtent avec nous la victoire de la libération du fascisme hitlérien. Les délégations d'ouvriers berlinois rendent hommage aux héros qui sont tombés. Parmi elles se trouvent les délégations des milices ouvrières. Là où les ouvriers possèdent le pouvoir politique, ils ont aussi les armes entre leurs mains. Des milliers de soldats soviétiques sont tombés à la bataille de Berlin. Gloire éternelle à ceux qui ont délivré le monde du fléau du fascisme. Le monument de Treptow s'élève au-dessus de leur tombe. Il représente un soldat soviétique, le glaive à la main, au-dessus d'une croix gammée brisée, protégeant dans ses bras un enfant. C'est là le symbole de la vie et d'un avenir pacifique.
L'après-midi du même jour, au stade Walter Ulbricht à Berlin. La 10e course internationale de la paix, Varsovie-Berlin-Prague, s'approche de l'étape de Berlin. Cette course cycliste, qui mène tous les ans à travers la République populaire de Pologne, la République socialiste de Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande, est un symbole éclatant de l'entente entre les peuples. Les cyclistes ouest-allemands se sont vus refuser par leur gouvernement la participation à cette course de la paix.